Pour sauver ma famille, j'ai épousé un millionnaire âgé et faible. Lors de notre nuit de noces, je suis entré dans la chambre. Il a enlevé son masque, et quand j'ai vu son visage, je me suis figé. C'était Esha et se tenait près de la fenêtre de son petit appartement à Atlanta, en Géorgie, contemplant le ciel gris qui semblait refléter sa tourmente intérieure. La pluie martelait la vitre, les gouttes se fondant en ruisseaux informes, un peu comme sa vie s'était dissoute dans le chaos au cours des derniers mois. Bienvenue sur la chaîne. Je partage de nouvelles histoires de vie ici chaque jour, et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et que vous aimiez ma vidéo. Maintenant, revenons à mon histoire. Je suis sûr que vous l'aimerez si vous continuez à écouter jusqu'à la fin. Esha, tu es toujours là? Appela une voix faible depuis la pièce voisine. La jeune femme de 23 ans soupira et ajusta une mèche rebelle de ses cheveux sombres. Elle avait appris depuis longtemps à cacher ses vraies émotions derrière un sourire. Mais aujourd'hui, même ce masque familier menaçait de s'effriter. « Oui, maman, j'arrive », répondit-elle, essayant de paraître joyeuse. La chambre de sa mère sentait le médicament et l'air vicié. Lena était allongée dans son lit, son visage autrefois plein maintenant creusé, ses yeux ternes de douleur et d'épuisement constant. La maladie la consumait depuis près d'1 an, et la famille n'avait pas d'argent pour un traitement approprié. Je t'ai apporté du thé. Esha posa la tasse sur la table de chevet et s'assit sur le bord du lit. Comment te sens-tu? Ne demande pas. Sa mère essaya de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. Où est ton père? Papa? Il est parti parler à ses gens. Lena ferma les yeux et une larme roula sur sa joue. Mon Dieu, comment en est-on arrivé là? J'avais dit à Marcus de ne pas leur emprunter d'argent. Je le lui avais dit. Esha serra la main de sa mère. Elle se souvenait de ce jour, il y a 3 mois, où son père était rentré à la maison avec une liasse de billets, de l'argent pour l'opération de sa mère, qu'il ne pouvait pas se permettre. Cela avait semblé être un salut à l'époque, mais les usuriers n'étaient pas du genre à pardonner une dette. La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement dans un fracas, faisant sursauter les 2 femmes. Marcus entra en titubant dans la pièce, et Esha sut immédiatement que la conversation ne s'était pas bien passée. Le visage de son père était cendré, ses mains tremblaient. « Papa, qu'est-ce qu'ils ont dit ?» L'homme s'effondra sur une chaise et enfouit son visage dans ses mains. Le silence tomba pendant quelques instants, seulement rompu par le tic-tac de la vieille horloge murale. « Nous avons 1 semaine, dit-il finalement, la voix rauque. 1 semaine pour rembourser la dette. Sinon. Sinon quoi, murmura Esha, bien que son cœur lui dise déjà que la nouvelle serait terrible. Ils prendront l'appartement. Et ce n'est même pas le pire. Quoi d'autre? Ils ont dit qu'il y avait une option. Marcus leva les yeux vers sa fille, des yeux pleins de douleur et de honte. Leur patron est un homme riche. Il t'a vu une fois quand il est venu ici, et il est prêt à effacer toute la dette si tu acceptes de l'épouser. Esha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle entendit les mots, mais son cerveau refusait de les comprendre. Tu es sérieux, s'étouffa-t-elle. Papa, dis-moi que c'est une sorte de mauvaise blague. Je ne le ferai jamais. La voix de Marcus se brisa. Esha, je ne te demanderai jamais ça, mais ils ont dit que si nous ne payons pas, ils ne prendront pas seulement l'appartement. Ils ont promis que ta mère ne verrait pas la fin du mois. Lena suffoqua, et Esha se sentit pétrifiée. Des fragments de pensée traversèrent son esprit, chacun plus terrifiant que le précédent. Qui est-il? Demanda-t-elle, surprise par son propre calme. Son nom est Elias Thorne. Il a près de 60 ans. On dit qu'il marche à peine suite à une maladie, mais il est incroyablement riche, influent. Son père parlait sans lever les yeux. Nous n'avons pas le choix, ma chérie. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Esha s'acquittait mécaniquement de ses tâches, s'occupant de sa mère, cuisinant, nettoyant, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions contradictoires faisait rage. La colère contre la folie de son père, la pitié pour sa mère, la peur de l'avenir inconnu, et le pire de tout, un sentiment de culpabilité car au fond, elle reprochait à ses parents sa situation. Le 3e jour, un homme envoyé par Elias Thorne arriva. Il était grand, bien bâti, d'environ 40 ans, et portait un costume coûteux. Il semblait si déplacé dans leur appartement morne qu'Esha faillit en rire. Presque. Je m'appelle Darius Powell,
se présenta Teil en lui tendant une carte de visite. Je suis l'assistant de Monsieur Thorne. Il m'a demandé de vous donner ceci. Esha prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait la photo d'un manoir qui ressemblait à un palais et une courte note. Ce sera votre maison. Je vous promets que vous ne manquerez de rien. Eta Jem Thorne est un homme de parole, poursuivit Darius en observant sa réaction. Il comprend que la situation est inhabituelle, mais il est prêt à subvenir non seulement à vos besoins, mais aussi à ceux de vos parents. Votre mère aura les meilleurs médecins, un traitement à l'étranger si nécessaire. Et qu'obtient-il en retour? La voix d'Esha était plus froide qu'elle ne l'aurait cru. J'ai besoin de connaître la vérité. Que veut-il vraiment de moi? Darius Powell hésita un instant, choisissant ses mots. Elias Thorne a près de 60 ans. Il est gravement malade après un AVC. Le côté gauche de son corps est à peine fonctionnel. Il marche avec une grande difficulté, en s'appuyant sur une canne et l'aide d'une infirmière. Les médecins lui donnent 1 an, peut-être 2 au maximum. Il n'a pas d'héritier, pas de famille. Il est seul. L'homme fit une pause. Il veut passer le reste de sa vie non pas dans la solitude. Il a besoin de compagnie, d'une épouse qui sera à ses côtés. Donc, je suis censé être une infirmière? L'amertume perça dans la voix d'Esha. Une épouse, corrigea Darius. Une épouse légitime. Après sa mort, vous hériterez de toute sa fortune. C'est une fortune considérable. Croyez-moi, votre famille sera à l'abri pour le restant de ses jours. Esha regarda sa mère, qui était allongée dans la pièce voisine, ayant entendu chaque mot de la conversation. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de Lena, Esha vit une supplique et la volonté de tout abandonner pour que sa fille ne se sacrifie pas. J'ai des conditions, dit Esha, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Le traitement de ma mère commence immédiatement. La dette de mon père est complètement annulée aujourd'hui, et je veux le rencontrer avant le mariage. Monsieur Thorne, il préfère ne pas se montrer avant le mariage, commença Darius, mais Esha le coupa. Ce sont mes conditions. Soit je le vois avant, soit il n'y a pas d'accord. L'assistant sortit son téléphone et se dirigea vers la fenêtre, parlant à voix basse avec quelqu'un. Esha entendit des bribes de phrases. Elle insiste. Je comprends. D'accord, je vais lui dire. Finalement, il revint. Monsieur Thorne est d'accord. Demain à 15 heures, une voiture viendra vous chercher pour vous emmener au domaine. Il lui tendit une autre enveloppe, celle-ci épaisse. Ceci est une avance pour le traitement de votre mère. Vous recevrez le reste après l'enregistrement du mariage. Quand Darius partit, Esha ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Son père, qui regardait par-dessus son épaule, devint pâle. Mon Dieu, Esha, peut-être qu'on ne devrait pas. On trouvera une solution. Non, papa, dit la jeune fille fermement. On ne trouvera pas de solution. Nous n'avons plus d'option. Demain, j'irai voir cet homme et ensuite je déciderai. Esha ne put dormir cette nuit-là. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le plafond, pensant à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Il y a à peine 1 mois, elle était une fille ordinaire avec des rêves ordinaires, trouver un bon travail, rencontrer quelqu'un de bien, fonder une famille. Maintenant, elle se préparait à se vendre pour sauver ses parents. Une berline noire arriva exactement à 15 heures. Esha avait mis sa plus belle robe, une simple robe bordeaux foncé qu'elle gardait pour les occasions spéciales. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Elle se faisait belle pour rencontrer l'homme qui l'avait essentiellement acheté. Sa mère pleura en la voyant partir, tandis que son père se tenait à l'écart, incapable de croiser son regard. Esha serra Lena dans ses bras et murmura, « Tout ira bien, maman. Je te le promets. » C'était un mensonge, et elles le savaient toutes les deux. Le trajet jusqu'au domaine dura environ 1 heure. La voiture sortit des limites de la ville, serpentant le long de routes étroites entre champs et bosquets jusqu'à ce qu'elle franchisse de hautes grilles aux fioritures dorées. Derrière les grilles, le terrain s'ouvrait sur ce qui ressemblait plus à un parc qu'à un jardin, avec des pelouses parfaitement entretenues, des fontaines et des allées de vieux arbres. Et au centre de toute cette splendeur se dressait le manoir, un bâtiment de 3 étages avec des colonnes et des balcons qui lui coupa le souffle. Darius Powell l'accueillit à l'entrée. « Bienvenue, dit-il avec un étrange sourire.
Monsieur Thorne vous attend dans la bibliothèque. Veuillez me suivre. À l'intérieur, le manoir était encore plus impressionnant. Sol en marbre, lustre en cristal, peinture dans des cadres dorés sur les murs. Aisha avait l'impression d'être entré dans un musée. Leurs pas résonnaient dans les vastes couloirs. La bibliothèque se trouvait au 2e étage. Darius ouvrit la porte massive en chêne et s'écarta, laissant Aisha entrer la première. La pièce était immense, les murs tapissés de livres du sol au plafond. Près de la fenêtre, assis dans un fauteuil dos à la porte, se trouvait un homme. Aisha ne pouvait voir que sa silhouette, de larges épaules et des cheveux gris. M. Thorne, votre invité, annonça l'assistant avant de partir, refermant la porte derrière lui. Un silence lourd et oppressant s'installa. L'homme ne se retourna pas et Aisha ne savait que faire. S'approcher ou attendre. Finalement, elle fit quelques pas en avant. Bonjour. Sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Approchez. Une voix profonde ordonna. Je veux vous voir. Aisha contourna lentement le fauteuil et s'arrêta. Devant elle était assis un homme dont le visage était dissimulé par un étrange demi-masque qui couvrait la partie supérieure de son visage et un œil. Seul son menton couvert d'une barbe grise naissante et ses lèvres fines étaient visibles. Son bras gauche reposait sans vie sur la coudoir, tandis que sa main droite reposait sur le pommeau d'une canne. N'ayez pas peur, ricana-t-il en remarquant sa réaction. L'AVC n'a épargné ni le corps ni le visage. Le côté gauche est paralysé. Le visage est déformé. Un spectacle désagréable, je suis d'accord. C'est pourquoi je porte ce masque. Aisha déglutit. Sa voix était forte, ne correspondant pas à l'image d'un patient fragile. Asseyez-vous, fit-il en désignant un fauteuil en face de lui. J'imagine que vous avez des questions. Pourquoi moi, laissa échapper Aisha en s'asseyant. Vous avez tant d'argent. Vous pourriez engager n'importe qui, n'importe quelle compagnie. Pourquoi me forcer à vous épouser? Elias Thorne resta silencieux quelques secondes, comme s'il réfléchissait à sa réponse. Parce que vous ne viendrez pas à moi par cupidité, dit-il finalement. Vous n'êtes pas ici parce que vous voulez mon argent pour vous-même. Vous êtes ici pour votre famille. Cela en dit long sur votre caractère. Il fit une pause. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi. De l'argent, des relations, de l'influence. Pas une seule personne qui était avec moi juste pour être avec moi. Et vous pensez que je serai avec vous juste pour être avec vous? Aisha ne put se retenir. Vous venez de dire vous-même que je suis ici pour ma famille. Oui, mais au moins vous êtes honnête sur vos motivations, répondit-il. Et je sais que vous ne me trahirez pas. Votre loyauté envers votre famille est une garantie que vous remplirez votre part du marché. Quelle part exactement? Demanda Aisha. Que attendez-vous de moi? Elias Thorne se leva péniblement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il avait en effet du mal à se tenir debout, sa jambe gauche traînant sur le sol. Juste être près de moi, dit-il d'un air las. Dîner avec moi. Me parler. Me lire des livres. Créer l'illusion que j'ai une famille, que je ne meurs pas seul. Il se tourna vers la fenêtre. C'est tout. Aisha regarda la silhouette voûtée près de la fenêtre et ressentit un étrange mélange de pitié et de révulsion. Pitié parce qu'il était un homme mourant et seul. Révulsion parce qu'il utilisait sa richesse pour acheter de la compagnie sans demander ce qu'elle voulait. Et si je refuse, demanda-t-elle doucement. Si je me lève maintenant et que je pars. Elias Thorne se tourna et son unique œil visible brilla de quelque chose comme de la surprise. Alors l'argent que j'ai donné pour le traitement de votre mère devra être rendu, et la dette de votre père restera. Je ne vous retiendrai pas par la force. Le choix vous appartient toujours, Aisha. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, se tenant à côté de lui. D'ici, la vue sur le jardin, baignée par la lumière du crépuscule, était magnifique. Quelque part au-delà de ces hauts murs se trouvait son ancienne vie. Le petit appartement, la mère malade, le père rongé par la culpabilité, la pauvreté et le désespoir. Quand a lieu le mariage, demanda-t-elle sans quitter la fenêtre des yeux. Dans une semaine. Une cérémonie discrète, seulement le strict nécessaire, pas de célébration, sauf si vous vous y opposez. Je ne m'y oppose pas, Aisha se tourna vers lui. J'ai une autre condition. J'écoute.
Je veux continuer à rendre visite régulièrement à mes parents, et je veux qu'ils puissent venir ici quand maman se sentira mieux. Elias Thorne hocha la tête. Bien sûr. C'est votre maison maintenant. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Il fit quelques pas vers la porte. Chaque pas était un effort visible. Darius vous montrera les chambres. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, sauf la mienne. Vos affaires seront apportées demain. Attendez. Esha l'arrêta. Je n'ai pas encore donné mon accord final. L'homme se retourna et ses lèvres esquissèrent un semblant de sourire. Mais vous avez déjà pris votre décision. Je le vois. Il ouvrit la porte. Bienvenue dans la cage dorée, Esha. Quand la porte se referma derrière lui, la jeune fille se laissa retomber dans le fauteuil et se couvrit le visage de ses mains. Il n'y avait pas de larmes. Elle les avait apparemment toutes versées ces derniers jours. Seul le vide et l'épuisement subsistaient. Darius Powell apparut environ 10 minutes plus tard et la conduisit à travers le manoir. Il y avait tellement de pièces qu'Esha perdit le compte. Salon, salle à manger, salle de billard, une salle de sport, un jardin d'hiver. Les chambres se trouvaient au 3e étage. Une suite entière de pièces avec de hauts plafonds et d'immenses fenêtres. Cette partie du domaine est entièrement à votre disposition, expliqua l'assistant. Monsieur Thorne occupe des chambres au 1er étage. Il lui est difficile d'utiliser les escaliers. Vous pouvez choisir n'importe quelle chambre. Esha s'arrêta devant une chambre dans le coin du bâtiment. Les fenêtres offraient une vue sur le jardin d'un côté et sur les bois de l'autre. La pièce était lumineuse et spacieuse, le mobilier cossu mais pas ostentatoire. Celle-ci, dit-elle. Excellent choix, approuva Darius. Quelqu'un vivait ici auparavant. Il hésita. Peu importe. Demain, je ferai en sorte que vos effets personnels soient apportés ici. Et maintenant, permettez-moi de vous escorter au dîner. Monsieur Thorne vous attend dans la petite salle à manger à 19h. Resté seul, Esha se dirigea vers la fenêtre et appuya son front contre la vitre froide. En bas, un jardinier taillait les haies, une scène paisible et ordinaire. Mais à l'intérieur d'Esha, tout était en ébullition. Elle se souvint des paroles d'Elias Thorne sur la cage dorée, avec quelle justesse il l'avait dit. Tout était là. Richesse, confort, sécurité, tout sauf la liberté. À 19h ce soir-là, elle descendit dans la petite salle à manger. La petite pièce avait la taille de tout leur appartement. Une longue table était dressée pour 2 personnes aux extrémités opposées. Elias Thorne était déjà assis à sa place. Le masque dissimulait toujours son visage. « Veuillez vous asseoir », fit-il en désignant le siège opposé. Le dîner se déroula dans un silence oppressant. Esha toucha à peine à sa nourriture, bien que les plats fussent exquis. Elias Thorne mangeait lentement, maniant maladroitement sa fourchette de la main droite. « Parlez-moi de vous, dit-il finalement. Que faisiez-vous? Que aimez-vous? Je travaillais à la bibliothèque municipale, répondit brièvement Esha. J'aime lire. Quel genre de livre? Les classiques. Dostoïevski, Tolstoï. Je lis aussi de la fiction moderne. Nous avons une grande bibliothèque ici, nota Teil. Vous pouvez prendre n'importe quel livre. J'aime aussi lire, mais ma vue baisse maintenant. Il serait agréable que vous me lisiez à voix haute parfois. Esha hocha la tête sans croiser son regard. Après le dîner, Esha retourna dans sa chambre et resta longtemps près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. Les étoiles dans le ciel semblaient lointaines et froides, comme sa nouvelle vie. Elle essaya d'imaginer vivre ici en permanence, que c'était sa maison, mais l'idée ne parvenait pas à s'installer dans son esprit. Le matin, elle fut réveillée par un coup à la porte. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe grise stricte, se tenait sur le seuil. « Bonjour », dit-elle avec un léger accent. « Je m'appelle Esther. Je suis la gouvernante. Monsieur Thorne m'a demandé de vous dire que le petit déjeuner est servi à 8h. Vos affaires ont été livrées. J'ai fait en sorte qu'elles soient placées dans le dressing. » Esha entra dans le dressing et s'arrêta sur le seuil. Sa modeste valise de vêtements était perdue au milieu des nouvelles robes, costumes et chaussures. Tout était cher, de haute qualité, clairement choisi à sa taille. « D'où vient tout cela ?» demanda-t-elle, déconcertée. Monsieur Thorne s'en est occupé, haussa les épaules Esther. Il a dit qu'une épouse devait avoir l'air d'une épouse.
Si quelque chose ne va pas, dites-le moi, et nous les changerons. Esha passa la main sur une robe en soie. Elle n'aurait pu que rêver de telles choses auparavant. Maintenant, elle avait une garde-robe entière, mais cela ne lui apportait aucune joie. Chaque robe était un rappel du prix qu'elle avait payé. Les jours suivants se fondirent dans une routine monotone. Petit déjeuner et dîner avec Elias Thorne, mené avec une conversation polie mais tendue. Longues heures dans la bibliothèque où elle lui lisait à voix haute, promenade solitaire dans le jardin. Elias Thorne n'insistait pas sur sa présence constante. Il lui donnait de la liberté, mais cette liberté était illusoire. Elle était toujours dans une cage, même si elle était dorée. Elle fut surprise qu'Elias n'ait jamais tenté de se rapprocher physiquement d'elle. Il maintenait sa distance, toujours poli et correct. Parfois, elle surprenait son regard, l'unique œil visible derrière le masque, la regardant avec une sorte de mélancolie, mais il détournait immédiatement le regard. Le 4e soir, alors qu'Esha lui lisait une nouvelle de Tchekhov, il l'interrompit soudainement. « Êtes-vous malheureuse ici ?» Ce n'était pas une question. Esha ferma le livre et le regarda. « À quoi vous attendiez-vous ? Que je sois aux anges ? » Non. Il soupira lourdement. « Mais j'espérais qu'avec le temps, vous vous habitueriez au moins à la vie en captivité. » À me vendre ? L'amertume perça dans sa voix. « Vous avez sauvé votre famille, rétorqua-t-il. Ce n'est pas une vente, c'est un sacrifice. Il y a peu de différence. » Esha se leva. « Puis-je y aller ? Je suis fatigué. » Elias Thorne hocha la tête et elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Esha, je sais ce que vous pensez de moi, et peut-être avez-vous raison, mais croyez-moi, si j'avais eu un autre moyen. » Il se tut. « Bonne nuit. » Elle partit sans répondre. Dans le couloir, elle croisa Darius Powell. « Comment se sent-il ? » demanda l'assistant. « Fatigué » répondit sèchement Esha, essayant de le dépasser, mais il la retint avec une question. « Savez-vous pourquoi il porte le masque en permanence ? » Il a dit que son visage est paralysé après l'AVC. Darius la regarda étrangement. « Oui, bien sûr. C'est la seule raison. » Il hocha la tête et partit, laissant Esha perplexe. Que voulait-il dire ? Le mariage eut lieu exactement une semaine plus tard, comme Elias Thorne l'avait promis. Une petite cérémonie au bureau de l'état civil, sans invité ni célébration. Seulement eux deux, Darius Powell comme témoin et une femme âgée qu'Esha n'avait jamais vue auparavant. Elias Thorne arriva dans un costume noir formel, s'appuyant sur sa canne. Le masque dissimulait toujours la moitié de son visage. Esha portait une simple robe blanche, l'un des nouveaux ajouts à sa garde-robe. Elle n'avait pas eu le courage de se regarder dans le miroir avant de partir. La cérémonie fut courte et sans joie. Lorsque le greffier les déclara mari et femme, Elias Thorne ne tenta pas d'embrasser la mariée. Il lui prit simplement la main. Sa paume était étonnamment chaude et sèche. Il murmura « Merci ». Esha ne répondit pas. Une boule dans la gorge l'empêchait de prononcer un mot. Après l'enregistrement, Darius Powell les ramena au domaine. Sur le chemin, Esha regardait par la fenêtre, ne voyant pas le paysage qui défilait. Elle était maintenant officiellement Madame Thorne. Elle réalisa soudain qu'elle ne connaissait même pas le nom de famille de son mari. « Quel est votre nom de famille ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Elias Thorne eut un petit rire. « Thorne. Et maintenant, c'est le vôtre. C'est ironique, n'est-ce pas ? Les épines, Thorne en anglais, ne sont guère un symbole de loyauté et d'amour, mais pour nous. » Il ne termina pas sa phrase, mais Esha comprit. Ils avaient un contrat, un marché, mais certainement pas de l'amour. Ce soir-là, Esther apparut dans la chambre d'Esha avec un plateau. « Monsieur Thorne m'a demandé de vous dire que le dîner se tiendra dans ses appartements, » dit la gouvernante en posant le plateau sur la petite table. « Il vous attend ce soir à 21h. » Dans ses appartements, répéta Esha, le cœur battant plus vite. « Mais nous dînons toujours dans la salle à manger. Aujourd'hui est un jour spécial. » Esther évita son regard. Le mariage, après tout. Quand la gouvernante partit, Esha s'effondra sur le lit. Ses mains tremblaient. Elle savait que ce moment devait arriver, mais elle n'y était toujours pas préparée. Toute la journée, elle s'était convaincue qu'Elias était trop malade, trop fragile pour des relations conjugales. Mais si elle se trompait ?
À 21h, rassemblant tout son courage, elle descendit au premier étage. Les appartements d'Elias Thorne se trouvaient dans l'allée du manoir, où elle n'était jamais allée. Le couloir était faiblement éclairé. Des ombres dansaient sur les murs. Elle frappa à la porte massive. « Entrez », appela sa voix. La pièce était étonnamment modeste. Un grand lit avec un couvre-lit sombre, quelques fauteuils, des étagères de livres, une cheminée allumée. Une petite table était dressée pour un dîner à deux avec des bougies, du vin et des plats exquis. Elias Thorne se tenait près de la cheminée, portant toujours son masque. Il se tourna en entendant ses pas. « N'ayez pas peur, dit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Je ne le ferai pas. Je vous ai juste demandé de dîner. Traditionnellement, un couple passe sa première nuit ensemble, mais je comprends que ce serait trop pour vous. » Aisha sentit une vague de soulagement immédiatement remplacée par la honte. Elle s'assit à table, évitant son regard. « Je voulais parler des règles de notre vie commune, » poursuivit Elias Thorne en s'asseyant en face d'elle. « Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Rencontrer des amis, voyager où vous le souhaitez. L'argent est à votre disposition. Je n'ai aucune intention de vous contrôler. Alors pourquoi tout ça ?» laissa échapper Aisha. « Si vous n'avez pas besoin d'une vraie femme, pourquoi le mariage ?» Elias Thorne versa du vin dans 2 verres. « J'ai besoin de compagnie, dit-il simplement. Quelqu'un qui sera ici, dans cette maison. Quelqu'un à qui je peux parler le soir. Quelqu'un qui sera là quand la fin viendra. » Il se tut, fixant la cheminée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est terrifiant de mourir seul. Il y avait une telle tristesse dans sa voix qu'Aisha ressentit une pointe de pitié inattendue. « Parlez-moi de vous, demanda-t-elle. Qui êtes-vous? D'où vient l'argent? Pourquoi êtes-vous seul? » Elias Thorne resta silencieux un long moment, puis sirota son vin. « Une longue et triste histoire. Je suis sûr que vous ne voulez pas l'entendre. »« Si, » insista Aisha. « Si nous sommes mari et femme maintenant, je devrais au moins savoir avec qui je vis sous le même toit. » Elias Thorne se pencha en arrière dans son fauteuil. Ses doigts se crispèrent sur le verre. Le feu dans la cheminée projetait des ombres étranges sur sa silhouette, le faisant ressembler à un fantôme du passé. « Je suis né dans une famille pauvre, » commença-t-il. « Mon père buvait. Ma mère travaillait à 2 emplois pour nous nourrir, mon frère et moi. J'ai compris dès l'enfance que si je voulais réussir quelque chose, je devrais me battre. J'ai étudié dur, je suis allé à l'université, j'ai travaillé partout où je pouvais. » Il fit une pause. Et puis est arrivé le grand boom. Le chaos, les opportunités, les risques. J'ai pris un risque, j'ai contracté un prêt, j'ai lancé une petite entreprise. J'ai eu de la chance. L'entreprise a décollé. Puis une autre, et une autre. Après 10 ans, j'étais riche. Après 20, très riche. Et étiez-vous seul tout ce temps, demanda Aisha. Non. L'amertume entra dans sa voix. J'étais marié. Céleste. Elle était belle, intelligente. Je pensais que je l'aimais. Nous nous sommes mariés quand j'avais 35 ans. Nous avons eu une fille. Aisha tressaillit. Une fille. Donc, il avait une famille. Que s'est-il passé, demanda-t-elle doucement. J'étais trop occupé par les affaires. Elias Thorne regarda le feu s'ensiller. Voyage constant, réunions, contrats. Je pensais que je subvenais à leurs besoins, que je leur donnais le meilleur, mais en réalité, j'étais juste absent. Céleste se sentait seule. Et puis elle a rencontré un autre homme, mon ancien partenaire commercial. Sa voix devint dure. Ils ont eu une liaison dans mon dos pendant 1 an. Quand je l'ai découvert, j'ai fait une scène. Céleste a pris notre fille et est partie avec lui. Et votre fille? Quel âge avait-elle? 12 ans. Elle s'appelait Zoé. Il serra le poing. J'ai essayé de me battre pour elle, mais ma femme a retourné l'enfant contre moi. Elle a dit que je les avais abandonnés, que l'argent était plus important pour moi. Zoé a cessé de me parler. Et puis il y a eu l'accident. Aisha se figea, sentant quelque chose de terrible. Céleste et son nouveau mari conduisaient. Zoé était avec eux. Un chauffeur ivre a traversé la ligne médiane. Elias Thorne se tut et Aisha vit sa main trembler. Tous les 3 sont morts sur le coup.
Zoé avait 16 ans. Je suis vraiment désolé, murmura Esha. Et pour la première fois, sa sympathie était sincère. Après ça, je me suis fermé à tout le monde. Elias Thorne continua. Je me suis plongé encore plus dans le travail. J'ai construit ce domaine. Je pensais y créer une sorte de nid familial où je pourrais un jour amener mes petits-enfants. Stupide, n'est-ce pas? Il sourit amèrement. Et puis l'AVC est arrivé. Le médecin a dit, stress, surmenage, âge. Je me suis retrouvé enchaîné à ce corps piège, dont la moitié ne fonctionne pas. Esha le regarda et quelque chose changea en elle. Ce n'était pas seulement un vieil homme riche qui avait acheté une jeune femme. C'était un homme brisé qui avait perdu tout ce qui comptait. C'est pour ça que vous portez le masque, dit-elle. Pas seulement à cause de la paralysie. Elias Thorne hocha la tête. Je ne veux pas voir la pitié dans les yeux des gens. Il me suffit de la voir dans le miroir chaque matin. Ils restèrent assis en silence, seulement rompus par le crépitement du bois dans la cheminée. Esha réfléchissait à ce qu'elle avait entendu. Sa propre douleur n'avait pas disparu, mais maintenant elle comprenait qu'Elias souffrait aussi. La chambre que j'ai choisie, dit-elle soudain. Darius Powell a commencé à dire que quelqu'un y vivait avant. C'était Zoé? Elias Thorne tressaillit comme s'il avait été frappé. Oui, parvint-il à dire. Je l'ai meublée, préparée pour l'arrivée de ma fille, en espérant qu'elle me rendrait visite un jour, mais elle n'est jamais venue. Après sa mort, j'ai ordonné de fermer la chambre. Personne n'y est entré pendant près de 7 ans. Devrais-je en choisir une autre, proposa Esha. Non, répondit-il sèchement. Au contraire. Qu'il y ait de nouveau de la vie dans cette chambre. Qu'elle ne reste pas comme un mausolée vide. Il se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il est tard. Vous devriez aller vous reposer. Esha se leva, mais s'attarda à la porte. Monsieur Thorne, merci de m'avoir raconté. Je suis vraiment désolé. C'est du passé. Il la congédia d'un geste de la main, mais elle pouvait voir à quel point ses épaules étaient tendues. Bonne nuit, Esha. Esha monta dans sa chambre et ne put dormir pendant un long moment. L'histoire d'Elias Thorne la hantait. Elle imaginait la petite Zoé qui n'avait vécu entre ses murs que dans les rêves de son père. La jeune fille qui n'a jamais su qu'une maison l'attendait. Le matin, Esha se réveilla au son de la pluie. Des gouttes grises tambourinaient contre la vitre, transformant le jardin extérieur en une aquarelle floue. Elle s'habilla et descendit pour le petit déjeuner, mais Elias n'était pas à table. Il ne se sent pas bien, expliqua Esther en lui versant du café. Le médecin est avec lui maintenant. Il a dit qu'il devrait se sentir mieux d'ici le déjeuner. Est-ce grave? Demanda Esha, surprise de sa propre inquiétude. Une exacerbation. Cela arrive après le stress ou le surmenage. La gouvernante secoua la tête. La journée d'hier a été difficile pour lui. Le mariage? Parler du passé. Esha ressentit une pointe de culpabilité. Puis-je lui rendre visite? Esther haussa les sourcils de surprise. Bien sûr. Vous êtes sa femme maintenant. Attendez juste que le médecin termine son examen. Esha passa la matinée dans la bibliothèque à essayer de lire, mais ses pensées revenaient constamment à Elias. Vers midi, Darius Powell apparut. Monsieur Thorne vous demande de venir si cela ne vous dérange pas. Elle le suivit jusqu'aux appartements de son mari. Elias Thorne était allongé dans son lit, pâle, mais il n'avait toujours pas enlevé le masque. En voyant Esha, il essaya de se redresser, mais elle lui fit signe de rester. Restez allongé. Comment vous sentez-vous? Je survivrai. Il sourit faiblement. Je suis désolé d'avoir gâché votre premier jour de mariage. N'importe quoi. Esha rapprocha une chaise du lit et s'assit. Vous devez vous reposer. Peut-être que je devrais vous lire quelque chose. Elias la regarda avec surprise. Vous n'êtes pas obligé. Je sais, mais j'en ai envie. Elle prit le livre sur la table de chevet, un recueil de nouvelles de Tchekhov, et commença à lire. Sa voix était calme et mélodieuse, remplissant la pièce. Elias Thorne ferma les yeux, et pour la première fois depuis des jours, l'expression de son visage devint paisible. Elle lut pendant environ 1 heure. Quand elle termina l'histoire, elle vit qu'Elias dormait. Elle se leva doucement, se préparant à partir, mais sa voix l'arrêta.
Ne partez pas, s'il vous plaît. Esha se retourna. Il n'avait pas ouvert les yeux, mais sa main était légèrement tendue vers elle. Asseyez-vous simplement ici. Je me sens mieux quand vous êtes là. Elle retourna à la chaise et ils restèrent assis en silence. La pluie dehors redoubla, se transformant en averse. Le feu crépitait dans la cheminée. Et dans ce calme, Esha réalisa soudain qu'elle ne se sentait plus aussi accablée qu'avant. Quelque chose avait changé après la conversation de la veille. Ce soir-là, quand Elias alla mieux, ils dînèrent ensemble dans sa chambre. Il mangea peu mais était de meilleure humeur. « Votre mère, dit-il entre deux plats. Darius s'est arrangé avec la clinique. Elle sera admise pour un examen diagnostic complet après-demain. Les meilleurs spécialistes. Merci. Esha sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela compte pour moi. Je peux imaginer. Il prit un verre d'eau. La famille est la chose la plus précieuse. Je l'ai réalisé trop tard. Mais vous avez encore le temps. Vous avez toute la vie devant vous. Vous aussi, rétorqua Esha. Les médecins peuvent se tromper. Elias Thorne sourit tristement. Ma chère, je m'y suis déjà fait, mais je suis reconnaissant au destin de vous avoir envoyé à moi, ne serait-ce qu'à la fin. Ils restèrent éveillés tard ensemble, parlant de tout et de rien. Elias partagea des histoires de sa jeunesse, et Esha parla de la bibliothèque où elle travaillait et des livres qu'elle aimait. Et à chaque minute qui passait, le mur entre eux s'amincissait. Quand Esha retourna dans sa chambre, il était plus de minuit. Elle s'allongea dans son lit et ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. La voix d'Elias Thorne résonnait dans sa tête. Je me sens mieux quand vous êtes là. Une phrase si simple, mais si pleine de solitude. Puis elle entendit un cri. Esha bondit de son lit et, sans hésiter, se précipita en bas des escaliers. Le cri venait des appartements d'Elias, désespéré, plein de douleur. Elle ouvrit la porte en grand et se figea sur le seuil. Elias Thorne était allongé sur le sol près du lit, recroquevillé de douleur. Le masque avait glissé sur le côté, révélant une partie de son visage. Sa canne renversée gisait à côté de lui. Monsieur Thorne, Esha se précipita vers lui. Que s'est-il passé? Je suis tombé, força-t-il à travers ses dents serrées. J'ai essayé d'aller à la salle de bain. Ma jambe a lâché. Ne bougez pas. Elle attrapa le téléphone qu'elle vit sur la table de chevet et composa le numéro enregistré sous le nom de Darius. L'assistant répondit après la troisième sonnerie, la voix ensommeillée. Venez immédiatement et appelez un médecin. Monsieur Thorne est tombé. Pendant qu'ils attendaient, Esha l'aida prudemment à s'asseoir, adossant son dos contre le lit. Elias Thorne respirait lourdement, le visage contracté par la douleur. Le masque pendait maintenant à son cordon, exposant entièrement son visage. Esha le vit complètement pour la première fois. Le côté gauche était en effet paralysé, la paupière tombante, le coin de la bouche figé dans une position anormale. Mais ce n'est pas ce qui lui coupa le souffle. Même à travers les traces de la maladie, à travers les cheveux gris et les rides, elle vit des traits qui lui semblaient vaguement familiers, quelque chose dans la forme de ses pommettes, la ligne de sa mâchoire, la position de ses yeux. Ne regardez pas. Elias Thorne essaya de tourner la tête, mais Esha l'arrêta doucement. Ce n'est rien. Vous savez que je ne suis pas sensible. Elle prit une serviette sur le fauteuil et essuya soigneusement la sueur de son front. Où avez-vous le plus mal? Ma jambe. Je pense que je me suis tordu la cheville. 10 minutes plus tard, Darius Powell se précipita, suivi du médecin, un homme âgé aux tempes grises et aux yeux fatigués. Pendant que le médecin examinait Elias, Esha se tenait à l'écart, mais n'avait aucune intention de partir. Une entorse, confirma le médecin. Une grave contusion. Nous devons l'immobiliser. Plusieurs jours de repos au lit sont essentiels. Je me débrouillerai, commença Elias. Mais le médecin l'interrompit. Vous avez besoin d'aide. D'une aide constante. Vous ne pouvez pas être seul, monsieur Thorne. Dans votre état, toute chute pourrait avoir des conséquences bien pires. Il m'a moi, dit Esha, se surprenant elle-même. Je m'occuperai de lui. Les trois hommes, Elias, le médecin et Darius, la dévisagèrent. Esha, vous n'êtes pas obligé, commença Elias, mais elle leva la main. Je suis votre femme officiellement,
et les femmes s'occupent de leurs maris quand ils sont malades, alors ne discutez pas. Le médecin hocha la tête d'un air approbateur et commença à donner des instructions. Aisha écoutait attentivement, mémorisant chaque mot. Quand le médecin et Darius Powell partirent enfin, elle aida Elias à se mettre au lit. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-il doucement alors qu'elle le couvrait d'une couverture. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas un vrai mariage. » Aisha s'assit sur le bord du lit. « Peut-être que ce n'est pas réel au sens habituel, mais vous avez aidé ma famille. Vous avez donné à ma mère une chance de vivre, et je ne peux pas rester les bras croisés quand vous souffrez. » Elias Thorne la regarda longuement, et quelque chose comme des larmes brilla dans son œil visible. « Vous êtes incroyable, murmura-t-il. Zoé aurait été tout aussi gentille, tout aussi compatissante. « Parlez-moi d'elle, demanda Aisha. Comment était-elle ? Et Elias Thorne lui parla de la petite fille honnête qui adorait lire des contes de fées, de comment elle rêvait de devenir médecin, de son rire qui ressemblait à des clochettes. Il parlait et des larmes coulaient sur son visage, non plus cachées par le masque. Aisha lui tint la main et écouta en silence. Et plus tard, quand il s'endormit, épuisée par la douleur et les souvenirs, elle resta assise près de lui, non pas dans sa chambre luxueuse du 3e étage, mais ici, dans le fauteuil près de son lit. Le matin, elle se réveilla en sentant quelqu'un la couvrir d'un plaid. En ouvrant les yeux, elle vit Esther. « Vous êtes resté debout toute la nuit. » La gouvernante secoua la tête. « Allez vous laver et vous changer. Je vais m'asseoir avec lui. » Mais dès qu'Aisha se leva, Elias ouvrit les yeux. « Vous êtes là. » Un son de soulagement était dans sa voix. « Je suis là. » Elle hocha la tête. « Et je ne vais nulle part. » Les jours suivants furent difficiles. Aisha ne quittait guère Elias, l'aidant pour tout. Elle lui lisait des livres, lui apportait ses repas, l'aidait à se déplacer, et chaque jour, leur lien se renforçait. Une semaine s'écoula depuis la chute d'Elias. Aisha s'était habituée à la nouvelle routine. Elle passait la plupart de son temps avec lui, et cela ne ressemblait plus à une obligation. Elias s'avéra être un causeur étonnamment intéressant. Il avait beaucoup voyagé, connaissait plusieurs langues et comprenait l'art et la littérature. Derrière son masque de millionnaire bourru se cachait un homme très instruit et sensible. Ce jour-là, Aisha devait rendre visite à sa mère à la clinique. L'examen avait montré que l'opération était possible, et elle était prévue pour la semaine suivante. Sa mère avait meilleure mine. L'espoir faisait des merveilles. « Comment va-t-il » demanda Lena et quand elles furent seules. « Ton mari » Aisha réfléchit à la question. « Il n'est pas celui que j'imaginais. C'est un homme bien, maman. Juste très seul et malheureux. »« L'aimes-tu » demanda doucement sa mère. « Non » répondit trop vite Aisha. « Je veux dire, je ne sais pas. Ce n'est pas de l'amour au sens habituel, mais je ne suis pas indifférente à ce qui lui arrive, et il ne m'est plus difficile d'être près de lui. » Lena lui prit la main. « Tu sais, Aisha, l'amour se présente de différentes manières. Il ne frappe pas toujours comme la foudre, comme dans les romans. Parfois, il grandit lentement, à partir des soins, de la compréhension. Peut-être que ce que tu ressens est le début de quelque chose de réel. » En rentrant au domaine ce soir-là, Aisha trouva une agitation inhabituelle. Une voiture inconnue était garée à l'entrée, et dans le hall, elle tomba sur un homme grand d'une 50aine d'années portant un costume coûteux. « Et vous devez être la nouvelle femme d'Elias » dit-il avec un sourire désagréable. « Eh bien, je dois le reconnaître à mon frère. Il a toujours eu un excellent goût. » Aisha s'arrêta net. « Frère ? Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. » L'homme tendit la main. « Silas Thorne, le frère cadet d'Elias, bien que je préfère dire le moins chanceux. » Une envie mal dissimulée se lisait dans sa voix. Aisha serra froidement la main tendue. « Monsieur Thorne n'a pas mentionné que vous veniez. » Il ne le savait pas. Silas Thorne eut un petit rire. « J'ai décidé de rendre visite à mon frère. J'ai appris son mariage hâtif et j'ai pensé que je devais le féliciter. Où est-il, d'ailleurs ? » Dans ses appartements. Mais il ne faut pas le déranger. Il est récemment tombé. Je sais, interrompit Silas. Darius m'a tout dit. Son corps le lâche complètement maintenant, hein. Il la dépassa en direction des escaliers. Ne vous inquiétez pas. Je ne le fatiguerai pas. Aisha voulut l'arrêter, mais à ce moment-là,
la voix d'Elias appela de sa chambre. Laisse-le entrer, Esha. Il ne se reposera pas sinon. Silas Thorne entra dans la chambre de son frère, et Esha resta dans le couloir, mais la porte ne se ferma pas complètement. Elle entendit involontairement la conversation. Eh bien, mon frère. La voix de Silas était moqueuse. Totalement décrépit. Où est-ce une autre de tes comédies? Que veux-tu, Silas? La voix d'Elias était lasse. Un parent ne peut-il pas simplement rendre visite? J'ai appris que tu avais épousé une fille assez jeune pour être ta petite fille. Tu t'es acheté une infirmière. Surveille ton langage. Et qu'est-ce qui ne va pas? Nous connaissons tous les deux la vérité. Tu l'as payé comme un bien. Tout comme tu as tout acheté dans ta vie, les affaires, les relations, même ta première femme. Céleste ne m'a pas épousé pour l'argent, rétorqua Elias. Mais l'incertitude se lisait dans sa voix. Continue de te le dire, mais nous savons tous les deux qu'elle ne t'aimait pas. Et tu sais ce qui est drôle? Zoé non plus. Ta fille te détestait, Elias. Elle me l'a dit. Le silence tomba. Esha porta la main à sa bouche pour ne pas crier. Tu as vu Zoé? La voix d'Elias tremblait. Bien sûr. Céleste m'a appelé après votre rupture. Nous nous sommes rencontrés. Elle voulait des conseils sur la façon de te gérer, et Zoé était avec elle. Adorable fille. Dommage qu'elle soit morte. Il n'y avait pas une once de regret dans la voix de Silas. Mais tu sais quoi? Elle m'a demandé pourquoi son père était si froid, pourquoi tu n'étais jamais là pour elle. Elle a pleuré, Elias. Ta fille a pleuré à cause de toi. Sors, murmura Elias. S'il te plaît, sors. Une dernière question, mon frère. As-tu déjà changé ton testament en faveur de ta jeune femme? Il fit une pause. Ou ne sait-elle toujours pas que l'héritage qui lui a été promis doit encore être formellement arrangé? Je me demande ce qui se passerait si tu n'arrivais pas à le faire. L'Ancien Testament à mon nom est toujours valide. Esha se figea. Le testament. Il n'avait pas encore été changé. Je prévois de le réécrire cette semaine, dit Elias. J'ai déjà pris rendez-vous avec le notaire. Tu prévois de le faire, imita Silas. Mais tu ne l'as pas encore réécrit. Et vu ta santé, tu pourrais ne pas y arriver. Pense-y. Et comment ta douce petite femme pourrait perdre son temps avec un vieil homme mourant? Il sortit de la chambre et tomba nez à nez avec Esha dans le couloir. Il eut un sourire narquois. Vous écoutiez? Ce n'est pas grave. Maintenant vous connaissez la vérité. Mon conseil, pressez-le avec le testament ou vous pourriez vous retrouver sans rien. Esha regarda Silas s'éloigner, sentant tout se bousculer en elle. Les paroles de son frère résonnaient dans sa tête. Pressez-le avec le testament, vous pourriez vous retrouver sans rien. Elle entra lentement dans les appartements d'Elias. Il était assis sur le lit, le dos tourné à la porte. Ses épaules étaient affaissées. Le masque gisait sur la table de chevet. Il avait cessé de le porter en présence d'Esha après la nuit de sa chute. En entendant ses pas, il ne se retourna pas. Vous avez tout entendu. Ce n'était pas une question. Oui. Esha s'approcha. Est-ce vrai que le testament est toujours à son nom? Elias Thorne soupira lourdement et se tourna enfin vers elle. Son visage, déformé par la paralysie, paraissait particulièrement triste sous la faible lumière des lampes du soir. Oui. Je l'ai rédigé il y a des années, quand Silas et moi étions encore en bons termes. Après la mort de Zoé, je n'ai tout simplement pas vu l'intérêt de le changer. Il n'y avait plus personne à qui laisser ma fortune. Il la regarda. Quand vous avez accepté de m'épouser, j'ai immédiatement dit à Darius de contacter le notaire. Je voulais tout vous transférer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Le notaire était en déplacement. Il ne rentrera qu'après-demain. J'allais vous le dire, mais... Il s'arrêta. J'avais peur que vous pensiez que j'essayais d'acheter votre affection, que l'argent était tout ce que je pouvais offrir. Esha s'assit sur le tabouret à côté du lit. Ses pensées s'emballaient. Darius lui avait promis l'héritage avant même le mariage. Donc, Elias avait vraiment prévu de changer le testament depuis le début. Mais s'il n'y arrivait pas? Si quelque chose arrivait avant la rencontre avec le notaire?
À quoi pensez-vous? Demanda doucement Elias Thorne. Je pense que Silas a raison, admit elle. J'ai vraiment accepté ce mariage à cause de l'argent. Pas pour moi, mais quand même à cause de l'argent. Cela ne me rend pas meilleur que les gens que vous appelez les acheteurs dans votre vie. Non, rétorqua vivement Elias Thorne. Vous n'êtes pas comme ça. Silas a dit ces choses intentionnellement pour semer la zizanie entre nous. Il est envieux et cupide. Il l'a toujours été. Je l'ai aidé, je lui ai donné de l'argent pour ses affaires, je l'ai sorti de ses dettes, mais il en voulait toujours plus. Il voulait ce que j'avais, mais il ne voulait pas travailler pour l'obtenir. Il a dit, tu as tout acheté dans la vie, même Céleste. Elias Thorne ferma les yeux et une grimace de douleur traversa son visage. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je pensais vraiment que l'argent résolvait tout. J'ai comblé Céleste de cadeaux, je lui ai acheté une immense maison, une voiture chère. Je pensais que c'était de l'amour. Donner à une personne tout ce qu'elle voulait. Mais j'ai oublié le plus important, lui donner moi-même, mon temps, mon attention. Il ouvrit les yeux et regarda Esha. Avec vous, je ne veux pas répéter cette erreur. Je ne veux pas qu'il y ait seulement de l'argent entre nous. Mais nous avions déjà un accord. Esha sentit sa voix trembler. Vous m'avez acheté. Vous avez payé pour ma compagnie. N'est-ce pas la même chose? Au début, oui, admit Elias. Mais maintenant. Esha, dites-moi honnêtement. Quand vous étiez assise près de mon lit la nuit où je suis tombé, quand vous me lisiez des livres, que vous vous occupiez de moi cette semaine, l'avez-vous fait uniquement parce que j'ai payé le traitement de votre mère? Ou y avait-il autre chose? Esha resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi répondre car elle ne comprenait pas entièrement ses propres sentiments. Quand elle s'occupait d'Elias, ce n'était pas un fardeau. De plus, elle s'inquiétait pour lui. Elle était préoccupée quand il n'allait pas bien. Mais était-ce de l'amour ou simplement de la pitié pour un homme seul et malade? Je ne sais pas, admit-elle finalement. Je me soucie vraiment de ce qui vous arrive, mais je ne peux pas dire que je vous aime. Ce serait un mensonge. Je ne demande pas d'amour. Elias Thorne tendit la main et couvrit doucement la sienne. Je vous demande juste de ne pas partir, de rester avec moi jusqu'à la fin. Et pas à cause de l'argent, pas à cause du testament, mais simplement parce que je me sens mieux quand vous êtes là. Esha regarda leurs mains jointes. Sa paume était chaude. Ses doigts serraient doucement sa main. Et dans ce contact, il n'y avait rien d'exigeant, rien d'insistant, seulement une demande et de l'espoir. D'accord, murmura-t-elle. Je resterai. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes en silence. Puis Esha retira prudemment sa main. Vous devez vous reposer, et moi, j'ai besoin de réfléchir. Elle quitta la pièce et monta dans la sienne. Toute la nuit, elle ne put dormir, se retournant dans son lit, rejouant la conversation avec Elias et les paroles de Silas dans sa tête. Au matin, elle avait pris une décision. Au petit déjeuner, elle dit à Elias. Je veux que vous ne changiez pas le testament. Il laissa tomber la fourchette qu'il s'apprêtait à utiliser pour manger son omelette. Quoi? Ne changez pas le testament en mon nom, répéta fermement Esha. Je ne veux pas que l'argent pèse entre nous. Je ne veux pas penser à l'héritage chaque fois que vous vous sentez mal. Et je ne veux pas que vous pensiez que je suis seulement ici pour cette raison. Esha, c'est de la folie. Elias Thorne secoua la tête. Vous m'avez épousé à la condition que vous recevriez une sécurité. Je ne peux pas. Vous pouvez. Esha l'interrompit. Vous ne me devez rien. Maman reçoit déjà son traitement. La dette de papa est effacée. C'est assez. Le reste, c'est seulement si je le mérite vraiment. Pas en tant que femme sous contrat, mais en tant que... Elle fit une pause, cherchant ses mots. En tant que quelqu'un qui vous était vraiment cher. Elias Thorne la regarda longuement, et des larmes brillèrent dans son œil visible. Vous êtes incroyable, murmura-t-il. Absolument incroyable. Je ne veux tout simplement pas vivre avec l'idée que j'attends votre mort pour de l'argent, avoua Esha. Ce que vous avez déjà fait pour ma famille est suffisant. Et si vous voulez toujours me laisser quelque chose, ne le faites que lorsque vous serez certain que je le mérite, pas avant. Darius Powell apparut à l'embrasure de la porte. M. Thorne, le notaire s'est libéré plus tôt. Il peut venir ce soir si cela vous convient.
Elias et Escha échangèrent un regard. Il haussa un sourcil interrogateur, et elle hocha la tête. La décision était prise. Dites-lui que j'ai changé d'avis, dit Elias Thorne à l'assistant. Je ne changerai pas le testament. Darius Powell les regarda tous les deux avec surprise, mais resta silencieux, se contentant de hocher la tête et de partir. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange tension. Escha sentit que sa décision de refuser le testament avait changé quelque chose entre elle et Elias. Il la regardait différemment, avec une sorte de révérence et de tendresse qui n'existait pas auparavant, et elle-même se surprenait à le regretter plus souvent quand il n'était pas là. L'opération de sa mère fut un succès. Escha passa toute la journée à la clinique, tenant la main de son père, qui était fou d'inquiétude. Lorsque le chirurgien sortit de la salle d'opération et annonça que tout s'était bien passé, Marcus fondit en larmes et Escha sentit le poids qui l'écrasait depuis des mois se lever enfin de ses épaules. Ce soir-là, elle retourna au domaine, fatiguée mais heureuse. Elias Thorne l'attendait dans la bibliothèque, et quand elle partagea la nouvelle, il sourit sincèrement malgré son visage déformé. « Je suis heureux, Escha. Très heureux pour vous et votre famille. C'est entièrement grâce à vous. » Elle s'assit à côté de son fauteuil. « Sans vous, maman n'aurait pas survécu pour voir l'opération. Alors j'ai fait au moins une bonne chose dans cette vie. » Il lui prit la main. « Vous savez, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit à propos du testament. Et je veux que vous sachiez que je prendrai toujours soin de vous. Peut-être pas par le testament, mais il y a d'autres moyens. Un fonds en fiducie, par exemple. Silas ne pourra pas contester ça. M. Thorne, s'il vous plaît. » Il lui serra la main. « Permettez-moi de faire cela, non pas parce que vous êtes ma femme sous contrat, mais parce que vous m'êtes devenu cher, très cher, et je ne peux pas permettre que vous vous retrouviez sans rien après ma mort, pendant que Silas nage dans l'argent. » Escha le regarda dans les yeux et y vit une telle sincérité qu'elle ne put refuser. « D'accord, mais seulement un montant raisonnable, pas toute la fortune. »« D'accord ?» Elias Thorne soupira de soulagement. Ils restèrent assis dans la bibliothèque tard dans la soirée, parlant de livres, de la vie, de rêves. Elias parla des endroits où il était allé, des pays qu'il aurait aimé montrer à Escha si sa santé le lui permettait. Elle écoutait, imaginant ses voyages, et réalisa tristement qu'ils n'auraient jamais lieu. « À quoi pensez-vous » demanda Elias Thorne, remarquant son regard triste. « Je pense que c'est injuste. Vous en savez tant. Vous avez tant vu et maintenant vous êtes confiné à cette maison, à ce fauteuil. » Elle fit une pause. « Vous rêviez de me montrer le monde, mais nous savons tous les deux que c'est impossible. Tout n'est pas perdu. » Elias Thorne sourit de manière inattendue. « J'ai une idée, mais c'est une surprise. Vous le saurez demain. » Le lendemain matin, Escha se réveilla en entendant frapper à la porte. Esther apporta un plateau avec le petit déjeuner et sourit mystérieusement. « M. Thorne m'a demandé de vous dire de vous habiller chaudement et de descendre à l'entrée principale à 10 heures. »« Que se passe-t-il » demanda Escha, intrigué. « Vous verrez. » La gouvernante se contenta de sourire énigmatiquement. Exactement à 10 heures, Escha descendit. Elias Thorne l'attendait à l'entrée, vêtu d'un manteau chaud et s'appuyant sur sa canne. Darius Powell se tenait à proximité. « Nous allons faire un tour » annonça Elias. « Je veux vous montrer un endroit. » Ils montèrent dans la voiture, un SUV spacieux avec des sièges confortables, et partirent. Le trajet dura environ 1 heure. Escha regardait le paysage défiler par la fenêtre. Champs, bosquets, petite ville. Elias était silencieux, mais un sourire jouait sur son visage. Finalement, ils s'arrêtèrent près d'un petit lac entouré de bois. La rive était parsemée de feuilles d'automne colorées. L'eau était calme et claire, reflétant le ciel. Juste au bord de l'eau se trouvait un belvédère en bois avec vue sur le lac. « C'est mon endroit préféré » dit Elias quand ils sortirent de la voiture. Darius l'aida à atteindre le belvédère. « J'ai acheté ce terrain il y a des années. Je voulais construire une maison ici, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Et puis l'AVC est arrivé, et j'ai décidé que je ne reviendrai pas ici. Trop loin, trop difficile avec ma santé. Alors pourquoi sommes-nous venus ? » demanda Escha, s'asseyant à côté de lui sur le banc du belvédère. « Parce que j'ai réalisé que si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. » Elias Thorne regarda le lac. « Je ne peux pas vous montrer Paris ou Rome.
Je ne peux pas vous emmener à la montagne ou à la mer. Mais je peux partager ce qui m'est précieux. Cet endroit, cette beauté. Esha sentit une boule dans sa gorge. Elle regarda le lac, les arbres se reflétant dans l'eau, la scène calme et paisible qui les entourait, et comprit que c'était vraiment beau, peut-être même plus beau que des sites étrangers. Merci, murmura-t-elle. C'est un endroit vraiment spécial. Ils restèrent là plus d'une heure, profitant simplement du calme et de la paix. Elias Thorne raconta comment il avait trouvé le lac, comment il rêvait de construire une petite maison pour sa famille ici. Esha écoutait et imaginait ce que sa vie aurait pu être si les choses s'étaient passées différemment. Sur le chemin du retour, Elias Thorne s'assoupit dans la voiture, reposant sa tête sur l'épaule d'Esha. Elle resta immobile, craignant de le réveiller, et regarda son visage. Même déformé par la paralysie, il lui semblait maintenant familier. Autrefois, elle n'avait vu qu'un vieil homme malade qui l'avait acheté. Maintenant, elle voyait une personne au cœur brisé qui essayait de trouver un peu de chaleur avant la fin. Et elle réalisa soudain qu'elle était tombée amoureuse. Pas passionnément, pas follement, mais tranquillement, profondément, sincèrement. La pensée la choqua et l'effraya en même temps. Elle était tombée amoureuse d'un homme mourant, un homme qui avait si peu de temps à vivre. Ce soir-là, alors qu'Elias Thorne se reposait après le voyage, Esther frappa à la porte d'Esha. Le visage de la gouvernante était troublé. « Nous avons un problème, dit-elle doucement. J'ai surpris une conversation téléphonique de Darius Powell. Il parlait à Silas Thorne de la santé de Monsieur Thorne, du fait qu'il avait quitté la maison aujourd'hui. Silas a demandé quand cette fin pourrait arriver, et Darius a répondu « bientôt. Très bientôt. » Esha eut froid dans le dos. « Vous pensez ? » Je ne sais pas quoi penser. Esther secoua la tête. « Mais je n'aime pas ce que j'ai entendu. Darius Powell travaille pour Monsieur Thorne depuis 20 ans, mais il connaît aussi très bien Silas. Et si le testament est toujours au nom du frère cadet ?» Elle ne termina pas sa phrase, mais Esha comprit tout. « Nous devons avertir Monsieur Thorne. » L'avertir de quoi ? La gouvernante leva les mains. « Nous n'avons aucune preuve, juste des soupçons. Etage M. Thorne fait confiance à Darius comme à lui-même. Alors je serai plus vigilante, dit Esha avec détermination. Je ne le quitterai pas d'une semelle. » Pendant les jours suivants, elle ne quitta en effet guère Elias Thorne. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Pendant la journée, elle lui lisait, ou ils discutaient simplement, et le soir, ils dînaient. Darius Powell tenta de l'éloigner plusieurs fois sous différents prétextes, des documents à signer ou pour parler de la décoration de sa chambre. Mais Esha trouvait toujours une raison de rester avec Elias. Elle vit l'assistant froncer les sourcils, vit les regards irrités qu'il lui lançait, mais il ne dit rien, n'insista pas. Peut-être qu'Esther s'était trompée. Peut-être que la conversation était anodine. Mais alors, quelque chose se produisit qui dissipa tous les doutes. Cela arriva une semaine après le voyage au lac. Esha vint voir Elias Thorne avec son thé du matin, comme chaque jour. Il était assis dans son fauteuil près de la fenêtre, tenant un document. Son visage était d'une pâleur mortelle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Esha, alarmée. Elias Thorne lui tendit silencieusement le papier. C'était l'impression d'un virement bancaire. Une très grosse somme avait été transférée de son compte vers un compte offshore il y a 3 jours, et la signature sur le document de transfert était la sienne, celle d'Elias. « Je n'ai pas fait ça, » murmura-t-il. « Esha, je n'ai pas signé ce virement. Je n'ai même jamais vu ce document. » Esha regarda la signature. Elle ressemblait en effet beaucoup à l'écriture d'Elias Thorne, qu'elle avait vue de nombreuses fois. Mais il y avait un détail, la dernière lettre du nom de famille. Elias la dessinait toujours avec une fioriture distinctive. Ici, la fioriture manquait. « C'est un faux, dit-elle. Quelqu'un a imité votre signature et volé l'argent. Darius, Alta Elias Thorne. Seul lui a accès à mes comptes. Seul lui aurait pu faire ça. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et Darius Powell lui-même apparut sur le seuil. Dans sa main, il tenait une arme de poing. « Quel dommage que vous ayez découvert cela si vite, Monsieur Thorne, dit-il froidement. Je comptais avoir plus de temps. » Esha s'avança instinctivement, protégeant Elias. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sauter de la poitrine. « Darius, que fais-tu ?
La voix d'Elias Thorne tremblait, non de peur, mais de la douleur de la trahison. 20 ans. 20 ans que tu étais à mes côtés. 20 ans que j'étais votre ombre, cria l'assistant, le visage déformé. 20 ans que j'exécutais le moindre de vos caprices, que je souriais, que je m'inclinais. Vous ne m'avez même pas remarqué en tant que personne. J'étais juste une fonction, un outil. Et Silas Thorne, lui, m'a offert une part. De l'argent réel après votre mort. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'aider les choses à arriver un peu plus vite. Tu voulais le tuer, murmura Escha. Je ne voulais pas. Je veux, corrigea froidement Darius. Aujourd'hui, maintenant. Un accident. Le vieil homme est tombé dans les escaliers. Personne ne prouvera rien. Et demain, Silas Thorne hérite de tout et je reçois ma part. Et moi, demanda Escha, essayant de gagner du temps. Et moi? Vous étiez un témoin. Malheureusement, vous avez essayé d'aider votre mari et vous êtes tombé aussi. Une tragédie. Elias Thorne tenta de se lever, mais Darius pointa l'arme directement sur lui. Asseyez-vous. À ce moment-là, la porte derrière Darius Powell s'ouvrit à la volée, et Esther fit irruption dans la pièce avec un lourd chandelier dans les mains. Le coup atterrit précisément sur l'arrière de sa tête. Darius grogna et s'effondra sur le sol. L'arme tomba de ses mains. J'ai entendu, halta la gouvernante. J'ai entendu et j'ai appelé la police. Ils sont déjà en route. Escha se précipita vers Elias. Il était assis, pâle de choc. Elle le serra dans ses bras et il s'accrocha à elle comme un enfant. C'est fini, murmura-t-elle. Tout va bien. Je suis là. La police arriva 10 minutes plus tard. Darius Powell fut emmené menotté. Il s'avéra qu'Esther avait déjà contacté la banque et bloqué le virement. L'argent resta sur le compte d'Elias. Et les enregistrements des caméras de surveillance installées dans le manoir montraient Darius en train de falsifier la signature. Silas Thorne fut également arrêté. La correspondance sur le téléphone de Darius était pleine de preuves de leur conspiration. 3 mois passèrent. Escha était assise dans le même belvédère au bord du lac où il s'était rendu avec Elias. Il était assis à côté d'elle, mais sans canne. La rééducation, commencée après l'arrestation de Darius, donna des résultats inattendus. Il s'avéra que certains des symptômes étaient exacerbés par des médicaments que l'assistant lui administrait secrètement. Sans ces additifs, Elias commença à se rétablir. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en lui prenant la main. « Au voyage étrange que nous avons dû faire. » Escha regarda son visage. La paralysie n'avait pas complètement disparu, mais elle était considérablement réduite. Il ne portait plus le masque. Nous avons commencé comme des étrangers, liés par un contrat, termina Elias. Et maintenant nous sommes une famille. Une vraie famille, sans contrat ni condition. Tu sais ce qui est drôle. Escha sourit. Lors de notre nuit de noces, je pensais que lorsque tu enlèverais ton masque, je verrais un monstre. Mais j'ai vu une personne. Juste une personne qui avait besoin d'amour. Et tu m'as donné cet amour. Elias Thorne se pencha et l'embrassa doucement, délicatement. Le premier vrai baiser de tout leur mois de mariage. Au loin, sur la rive du lac, des constructeurs posaient les fondations de la maison, celle dont Elias avait rêvé. Ce n'était plus un rêve, mais une réalité, leur avenir. Et dans la poche de la veste d'Elias Thorne se trouvait un nouveau document, un testament qui transférait toute sa fortune à Escha. Non pas parce qu'elle était sa femme sous contrat, mais parce qu'elle lui avait sauvé la vie et, plus important encore, lui avait donné de l'amour. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimé, montrez-le moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis tellement curieuse de savoir d'où vous me suivez, vous tous, gens formidables.